Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette édition de votre journal de 22 h dont tels sont les faits marquants. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a regagné la capitale hier soir après sa visite d'État de 48 heures à Malabo, en Guinée équatoriale. Et au Nigeria, des centaines d'enfants enrôlés dans la milice anti-Boko Haram sont enfin libérés. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné hier en début de soirée le pays à l'issue de sa visite d'État de 48 heures qu'à l'invitation de son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, il a effectué à Malabo, la capitale de ce pays. L'entretien au sommet que le président Guelleh eut avec son homologue équato-guinéen a constitué l'événement le plus important de la visite d'État du leader djiboutien dans ce pays. Cette rencontre a permis aux deux chefs d'État d'identifier ensemble de secteurs de coopération et d'échanges gagnant-gagnant pour les deux nations aux nombreuses similitudes. Il est à rappeler que cette audience de travail entre les deux présidents avait débouché sur l'adoption d'une série d'accords de coopération, dont un accord prévoyant l'exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Cette rencontre entre le président Guelleh et son homologue équato-guinéen avait également débouché sur la publication d'un communiqué officiel conjoint. L'autre événement de cette visite d'État du dirigeant djiboutien en Guinée équatoriale fut le discours qu'il a prononcé au Parlement de ce pays. Et le président de la République a également, à l'instar d'une vingtaine d'autres chefs d'État et de gouvernement africains, pris part aux festivités du 50e anniversaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale, donc qui célébrait ces jours-ci. Une importante délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et l'ambassadeur de Djibouti auprès de la République de la Guinée équatoriale et résident en Éthiopie, a également accompagné donc le chef de l'État dans le cadre de cette visite officielle. Et après avoir clôturé donc sa visite officielle de 2 jours en Guinée équatoriale, le président Ismaël Omar Guelleh donc a participé aux festivités du 50e anniversaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale survenue en 1968. À cette occasion, une grande cérémonie présidée par le président Obiang Nguema a été organisée sur une grande place de la capitale Malabo, au bord de la mer, en présence notamment de la première dame du pays et de nombreux chefs d'État africains et plusieurs délégations des pays amis. Les forces militaires de différents corps armés ont organisé une grande parade militaire pour célébrer l'événement. Les forces armées du continent africain, à l'instar du Tchad, du Congo, ainsi que les détachements de l'armée espagnole et française ont défilé aux côtés des forces armées de la Guinée. Les anciens combattants, la protection civile, les représentants des institutions religieuses et culturelles ont également pris part à la parade qui a été retransmise en direct sur la télévision équato-guinéenne. La population est également venue en masse pour suivre cette parade militaire. La cérémonie, donc, rappelons-le, s'est déroulée sous une pluie battante et le président Guelleh a suivi donc ces festivités du 50e anniversaire de la Guinée équatoriale aux côtés du président Nguema et de ses pairs africains, dont les présidents soudanais, burundais et autres, donc, avant de prendre la direction de l'aéroport de Malabo pour regagner la capitale djiboutienne. Et quant à la cérémonie, donc, plusieurs chefs d'État et de gouvernement d'autres pays ont été rehaussés de leur présence. Cette célébration des 4 coins du monde, la liste des invités de marque venus pour assister aux divers événements liés à cette fête a été longue. La parade militaire a connu donc la participation de différents corps de l'armée, les forces terrestres, la marine, l'armée de l'air, la gendarmerie, la brigade mécanique. On a aussi noté la présence des troupes étrangères venues d'Espagne, de France, du Tchad, et l'armée congolaise a été représentée par le groupement Paracommando. Et la cérémonie donc a débuté avec l'arrivée du président Obiang Nguema donc sur la tribune officielle pour suivre cette parade militaire et les festivités qui ont été organisées à cette occasion. Rappelons donc que le défilé s'est poursuivi sous une pluie battante lors du passage donc de la société civile. Ces 2 dernières années, la Guinée équatoriale a entrepris une transformation majeure. En effet, le pays semble émerger comme un exemple de stabilité, de paix et de croissance économique rapide dans le continent africain. Les percées du pays ont récemment été récompensées par un mandat de 2 ans en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité octroyé par les Nations Unies. Au sein même de cet organe, la Guinée équatoriale s'attelle
appelle à être un participant actif dans les thématiques clés relatives à la paix mondiale, aux droits de l'homme et à la démocratie. Les infrastructures du pays ont connu également un incroyable essor, non seulement avec la construction des routes, des ponts, des écoles, des hôpitaux et logements sociaux, mais également à travers la création d'énergies renouvelables pour appuyer le pays dans sa croissance. La feuille de route pour la diversification et la réduction de la pauvreté inscrite dans le cadre du plan de développement Horizon 2020 se poursuit. En outre, la Guinée équatoriale est devenue un des premiers pays producteurs de pétrole au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et le troisième pays producteur en Afrique subsaharienne après le Nigeria et l'Angola. Et hormis le défilé civil et militaire, la fête de l'indépendance a été également marquée par des cérémonies officielles, des discours des hauts responsables, des réceptions formelles, des spectacles en plein air et d'autres événements festifs. Rappelons enfin que c'est le 12 octobre 1968 que la République de Guinée équatoriale avait obtenu son indépendance. Également dans l'actualité, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Yonis Ali Guedi, a accueilli dans ses locaux M. Manaman Louyan Gaya, ancien ministre et secrétaire général de l'African Petroleum Producer Organization, l'APO. Les discussions ont porté sur la coopération entre l'APO et la République de Djibouti dans le secteur du pétrole pour une assistance mutuelle pour surmonter les difficultés financières de la pétroéconomie. Manaman Louyan Gaya, secrétaire général de l'APO, a expliqué au ministre de l'énergie que l'Association africaine des producteurs de pétrole, l'APO, est une organisation intergouvernementale créée pour servir de plateforme permettant aux pays africains producteurs de pétrole de coopérer, de collaborer, de partager des connaissances et des compétences. M. Gaïa a aussi ajouté que l'APO vise à promouvoir des initiatives et des projets politiques communs dans tous les secteurs de l'industrie pétrolière en vue de maximiser les avantages pour le développement et le bien-être des activités d'exploitation pétrolière dans les pays membres en particulier et en Afrique en général. Le ministère de la Femme et de la Famille, en étroite collaboration avec l'UNICEF, a clôturé donc une formation de 2 semaines sur la protection de l'enfant au Djibouti Palace Kempinski. Cette formation dispensée par une consultante internationale en la personne de Lydia Djermen a bénéficié donc des assistants sociaux des différents ministères tels que le secrétariat d'État aux affaires sociales, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, l'UNFD ou encore le ministère de la Femme et de la Famille. La clôture de cette formation était présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Ahmed, et la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Janabou Maondé. L'objectif de cette formation était de renforcer la capacité des assistants sociaux afin de mieux protéger les enfants, notamment les orphelins et les plus démunis. Quelques mois. Il a démarré par le développement des orientations nationales de la protection de l'enfant. Et aujourd'hui, on assiste à la fin d'une formation de 2 semaines sur la question de la protection et de la prise en charge, la gestion des cas de protection. J'ai compris que vous avez pu vous familiariser pendant cette formation avec les documents fondamentaux de la protection de l'enfant contre les abus, les violences, la négligence, la Convention relative aux droits des enfants, mais surtout la législation nationale portant sur le Code de la protection juridique des mineurs de Djibouti de 2015. Et la ministre de la Femme et de la Famille, Mohamed Hassan, a dans son intervention rappelé que cette formation permet de contribuer à un engagement solide des tâches qui ont été confiées aux différents représentants des ministères représentés à cette formation. On l'écoute. La République de Djibouti, à travers le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui de l'UNICEF, a élaboré une politique nationale de développement et de protection de la petite enfance. Document stratégique important, document capital important. Comme vous le savez, le chef de l'État, depuis qu'il est à la tête de ce pays, n'a pas cessé de rappeler, de militer pour la cause de la femme et de la petite enfance. Et sans oublier l'engagement, la détermination sans faille de la Première Dame qui a multiplié les structures, les initiatives pour protéger la petite enfance. Je peux vous en citer le centre de développement de la petite enfance, je peux vous en citer la pouponnière d'Ariel, je peux vous citer toutes les formations et actions entreprises au sein de l'UNFD, la formation, la première école pour les enfants malentendants, malvoyants, donc toutes ces initiatives. Alors quand nous avons un chef de l'État aussi déterminé, une première dame aussi engagée sur un sujet, on ne peut être qu'emballé et suivre ce chemin-là.
Maintenant, je vous ai parlé de la politique nationale de développement de la petite enfance. Dans le cadre de cette politique-là, il y a un axe renforcement de capacité du personnel qui doit travailler avec cette cible-là, cette catégorie de population de notre territoire, qui est la petite enfance. Le renforcement de capacité, nous avons des acteurs, des assistants sociaux, des assistants maternels, des auxiliaires, des éducateurs. Il y a plusieurs profils. Pourquoi les assistants sociaux? Les assistants sociaux, je pense, ce sont ceux qui pouvaient être les premiers à être interpellés sur le sujet, les premiers à être sensibles sur le sujet. Donc il a été nécessaire de dire, puisque nous avons cette catégorie de professionnels sur notre territoire, donnons-leur les outils pour qu'ils puissent exercer convenablement cette formation. Dans l'actualité également, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a participé du 8 au 11 octobre dernier en Corée du Sud à une conférence organisée par le Fonds vert pour le climat et intitulée Conférence mondiale pour les autorités nationales désignées et le partenariat pour l'investissement privé pour lutter contre le changement climatique. Le ministre était accompagné par l'ambassadeur de Djibouti au Japon et en Corée du Sud et par le secrétaire général du ministère de l'Habitat. À l'occasion de cette conférence, le ministre a rencontré Javier Manzanares, directeur exécutif par intérim du Fonds vert pour le climat, et l'objectif étant donc de mettre en place une stratégie pour mobiliser le financement du secteur privé dans la lutte contre le changement climatique. Les participants ont notamment discuté des conditions qui permettent donc l'engagement du secteur privé dans la mobilisation du financement pour développer les énergies renouvelables, renforcer la sécurité alimentaire et assurer également l'accès à l'eau potable. Tôt dans la matinée d'aujourd'hui, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, s'est rendu au camp militaire de Dikil à bord de l'avion militaire de type LED 410 où des jeunes recrues uniquement féminines au nombre de 70 effectuaient des exercices de manœuvre et un raid comptant pour les examens finaux. Et dans son déplacement, le général Zakaria Cheikh Ibrahim était accompagné par le général de brigade, chef d'état-major de la défense, du colonel également chef du corps du régiment quartier général et du chef de protocole du SEMGA, de la directrice des affaires sociales et de la directrice des personnels civils de l'armée et de plusieurs responsables du haut commandement militaire. Cette visite d'inspection a pour objectif donc de contrôler la qualité de la formation dispensée et d'évaluer l'acquisition des savoir-faire techniques et tactiques des stagiaires. Notons que cette formation appelée donc CME, certificat militaire élémentaire, d'une durée de 7 mois, avait pour but d'inculquer les notions de base et les rigueurs de la vie militaire aux jeunes soldats. À son arrivée, donc, le chef d'état-major a été reçu par le colonel Idriss Omar Eleye, chef de corps du régiment interarmé d'Ikil, du préfet de la région d'Ikil, Mohamed Chero, du président du conseil régional, Abdelrahman Younis. Et après la revue des troupes, le général Zakaria a assisté à la présentation du stage. Et cette présentation scindée en deux parties comportait dans sa première portion les différentes étapes du raid décrit par le capitaine Ahmed Reissé Daher, commandant l'escadron de reconnaissance des interventions stationné à Ouéa dans le camp Ouaïs Adjeb, puis le capitaine Abdelkader Doualé, adjoint au chef de corps du régiment blindé, a poursuivi l'intervention en informant l'audience des résultats. Dans cette partie, le chef d'état-major a pu constater l'évolution fulgurante des stagiaires dans tous les domaines, à savoir le sport, la marche commando, les tirs, l'enseignement militaire, pour ne citer que ces exercices. Et en premier lieu, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, a passé en revue donc les troupes dressées à son honneur à l'occasion de cette visite, y compris la délégation l'accompagnant dans son déplacement. Présenté. Or 114 dans le rang. Mais devant mon général.
Et puis le général Zakaria Cheikh Ibrahim a assisté à une démonstration de tir pour s'enquérir des acquis des jeunes recrues. Et durant cet atelier, des jeunes stagiaires ont pu démontrer leur savoir-faire et leur parfaite maîtrise du maniement des armes à travers une séance de tir en utilisant l'arme AK-47 ou Kalachnikov de type russe sur des cibles placées à 100 mètres. Et à la fin de la séance, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, accompagné de la délégation, s'est rendu au pas de tir pour témoigner des résultats obtenus. Satisfait donc de ces résultats, le général Zakaria s'est dit réjoui et a exhorté tous les stagiaires à donner le meilleur d'eux-mêmes pour protéger la patrie. Et le Sénégal leur a expliqué également l'importance et l'honneur que revêt le port de l'uniforme et le sens du sacrifice pour l'amour de la nation. La direction de l'hôpital régional d'Ali Sabié, Dr Ahmed Absi, a réalisé donc une caravane médicale multidisciplinaire au profit de la population de la localité de Goubeto, de la région d'Ali Sabié. Cette caravane médicale a dispensé des soins au profit de la population de cette dite localité et de ses environs. Les équipes de spécialistes ont effectué des consultations et dispensé de soins à des patients qui se sont déplacés en masse et qui ont pu profiter de cette mini-caravane de spécialités qui regroupait à savoir la consultation gynécologique, l'ORL, la consultation viscérale, l'ophtalmologie, la pneumologie, la stomatologie et la pédiatrie. Ainsi, durant cette caravane, des femmes ont reçu des moustiquaires imprégnés et de nombreux enfants ont été vaccinés. Des consultations de nutrition ont été également réalisées. Le ministère de la Santé, avec ses actions de délocalisation à travers cette stratégie, compte rapprocher les soins à la population des régions en déplaçant notamment les médecins et les paramédicaux. Ils sont plus de 700 retraités alités à la santé fragile qui reçoivent des services sociaux et médicaux à domicile de la part des équipes de la CNSS, des personnes âgées à la santé fragile et à la mobilité réduite qui bénéficient de cette politique de proximité lancée par le directeur général de la CNSS, Hassan Roble Absiye. Et pour payer à temps cette catégorie de retraités, une équipe composée de contrôleurs, de caissiers, du médecin et d'infirmiers sillonne même durant le week-end la capitale, la région d'Arta, pour remettre les pensions de retraités aux personnes alitées. De maison en maison et de village en village qu'ils servent nos aînés les plus fragiles. Dans la foulée, le personnel médical suit également l'état de santé de ces retraités. De Djibouti en passant par Nagad à Demerjoug, Arta et Holhol, c'est avec entrée et enthousiasme que la CNSS sert ses retraités dans l'objectif de veiller à leur bien-être social et médical. Et durant cette tournée, l'agent de contrôle assermenté de la CNSS a rappelé que cette politique de proximité a été lancée par la direction générale de la CNSS afin de mieux servir les assurés sociaux et particulièrement ceux les plus vulnérables. Fait divers, un incendie s'est déclaré cet après-midi sur un site de réparation de pneus au quartier de Pompage dans la commune de Balbala.
Plusieurs pneus, générateurs et de voitures vieilles donc abandonnées ont été blâmés pour l'incendie. Des véhicules de la défense civile se sont précipités sur les lieux pour contrôler l'incendie et empêcher son extension aux maisons voisines. À son tour, la police nationale a ouvert une enquête pour découvrir les circonstances de l'incendie. Sport à présent, le complexe sportif de la région de Tadjoura a accueilli le démarrage du tournoi U17 organisé par la sous-direction régionale de Tadjoura. C'était donc un gros challenge pour les responsables du complexe, avec à leur tête le gestionnaire accompagné de ses proches collaborateurs, d'organiser ce tournoi de football de moins de 17 ans, de basketball également, de handball, auquel il faut ajouter d'autres spectacles multicolores prévus pour l'occasion. Challenge réussi en raison de l'expérience acquise donc au fil du temps. L'organisation a été donc réussie et les compétiteurs sont réjouis et d'ailleurs reconnu le représentant du préfet de la région de Tadjoura. C'est après l'exécution de l'hymne national que le coup d'envoi a été donné par le vice-président du conseil régional, accompagné donc du représentant de la préfecture, suivi des partenaires US Army Civil. La sous-direction régionale a pour mission de promouvoir des activités sportives et de détecter les jeunes talents afin de les représenter à l'échelle nationale. Après le nord direction le sud du pays, notamment Dikil, où pour accompagner les grands chantiers initiés par le président de la République en vue de faire de Djibouti un hub logistique régional, en dotant le pays des infrastructures adéquates indispensables au développement, il a été décidé de réhabiliter le corridor national. Les travaux de déviation aux routes parallèles destinées à accueillir le trafic pendant les activités de réhabilitation se poursuivent actuellement, et dans un premier temps, et pour permettre de fluidifier la circulation, les activités ont débuté sur les parties les plus endommagées, à savoir la route reliant Dikil à Galafi. Les travaux sont entrés dans leur phase finale. Les routiers profitent de la nouvelle déviation et roulent mieux que sur la chaussée usée devenue vétuste. Ils nous ont confié donc que depuis le lancement des travaux de la route parallèle, ils mettaient 2 fois moins de temps qu'avant pour atteindre donc Djibouti ou Galafi. Et cela les enchante, et les Dikilois profitent également des retombées des travaux, dans le sens où 70% des engins et camions en fonction dans la région sont issus du chef-lieu. Cela améliorera donc sûrement le futur, vu que les habitants de la région s'engagent dans l'acquisition des engins et camions nécessaires. Les autorités de la région espèrent et encouragent les habitants de Dikil à profiter au maximum des activités annexes et prendre part comme il se doit au développement du pays. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité africaine et internationale avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed, bonsoir à vous. Alors au Nigeria, Samatar, des centaines d'enfants enrôlés dans la milice anti-Boko Haram enfin libérés. Effectivement Ahmed, plus de 800 enfants enrôlés dans la milice civile d'autodéfense qui lutte avec l'armée contre le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria ont été libérés. Les civils ont pris par l'engagement il y a un an. Au total, Ahmed, selon l'UNICEF, 1469 enfants, Ahmed, ont été identifiés dans la seule ville de Maiduguri, la capitale du Borno. Ces enfants fournissaient notamment à Ahmed des renseignements ou assistaient les miliciens dans les patrouilles nocturnes au point de contrôle, autrement dit checkpoint. Les enfants ont été particulièrement touchés par le conflit durant lesquels l'enlèvement et recrutement forcé se sont multipliés, tout comme les attaques contre les écoles symboles de l'éducation occidentale unies par les djihadistes. Selon l'ONU, Ahmed, au moins 3900 enfants ont été tués et 7000 blessés dans le nord-est du Nigeria en janvier 2013 et en décembre 2016. Boko Haram a également eu recours aux enfants dans de nombreuses reprises pour commettre des attentats dans la région, Ahmed. Et direction le Proche-Orient, 7 Palestiniens tués à la frontière de Gaza dans des heurts avec des soldats israéliens. Effectivement, Ahmed, 7 Palestiniens ont été tués et près de 60 autres blessés dans les heurts avec des soldats israéliens survenus pendant, Ahmed, une manifestation près de la clôture séparant Israël et la bande de Gaza. Des milliers de Palestiniens ont été défilés vendredi le long de la barrière en brûlant, Ahmed, des pneus et en jetant des pierres sur des soldats israéliens. Postés de l'autre côté de la barrière, ces derniers ont riposté, Ahmed, avec des gaz lacrymogènes et des coups de feu. Des milliers d'habitants de l'enclave palestinienne se rassemblaient tous les vendredis depuis mars près de la frontière séparant Israël et les territoires palestiniens, Ahmed.
Et nous allons parler de l'ouragan Michael. Les recherches se poursuivent en Floride. Effectivement, Ahmed, au moins 18 personnes ont perdu la vie dans les États américains de Floride, de Géorgie, du Caroline du Nord, de la Virginie et lors du passage de l'ouragan Michael, ont déclaré les autorités, alors que les équipes Ahmed de secours poursuivaient les recherches dans les zones de Floride les plus touchées. Les autorités s'attendent à ce que le bilan s'alourdisse encore. Aucune victime Ahmed n'ayant été rapportée dans les villes balnéaires de Floride comme Mexico Beach et Panama City qui ont été dévastées par l'ouragan. D'abord classé en ouragan de catégorie 4, le plus violent a frappé la Floride depuis 80 ans. Quand il a touché terre mercredi dans la région du Pendla, Michael a été rétrogradé en tempête tropicale, Ahmed. Et enfin, l'Allemagne, nous allons le rendre en Bavière, scrutin à risque pour Angela Merkel. Eh bien oui, Ahmed, pour la première fois, Angela Merkel, depuis quasiment un demi-siècle, allié d'Angela Merkel, ne pourrait perdre la majorité en Bavière. Les derniers sondages pour le scrutin de dimanche prochain, ce soit dit demain, dans l'Union chrétienne sociale en Bavière entre 33 à 35%. Le recul de la CSU devrait, sauf surprise, profiter aux Verts et l'AfD, le parti anti-migratoire. Le CSU risque de payer dans les urnes la décision de la chancelière d'ouvrier dans 2015 les frontières à plus d'1 million de réfugiés. Ahmed, les analystes politiques allemands révèlent qu'une défaite de la CSU en Bavière ce dimanche serait un revers politique que la coalition Merkel aurait des difficultés, Ahmed, à surmonter. Merci Samatar pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée à toutes et à tous.